Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle critique de 24 heures. Aujourd'hui, je m'attaque à la saison 8. On avait laissé Jack en piteux état, touché par un gaz mortel. On le retrouve en ce début de saison, plutôt épanoui, avec sa fille Kim qu'on connaît, mais surtout sa petite fille Terry. La joie et le bonheur va être évidemment de très courte durée, mais ce début de saison, il fait plaisir. On a pour une fois un Jack plutôt heureux, épanoui. Oui, mais finalement, c'est certainement la pire idée qu'ils ont eue. Sans plus attendre, on va parler du cœur de 24 heures, de l'essence même d'une saison, son histoire. Il est bien évident qu'après cette saison, ce n'est pas facile de trouver des leviers pour faire entrer Jack dans des histoires incroyables. Déjà dans la saison 7, ils avaient mis en place un retour improbable de Tony Almeida pour que Jack rempile une fois de plus dans une nouvelle mission. Et bien là, avec un début de saison comme ça, où on a un Jack réconcilié avec sa fille, où on a un Jack qui est devenu grand-père, eh bien il faut en trouver des leviers pour justifier que Jack revienne dans le game. Alors pour une fois, ou alors on va penser à la saison 1, eh bien ils sont rentrés tout doucement dans cette saison. L'un des soucis majeurs de cette 8e journée, c'est que je trouve qu'il y a d'entrée de jeu des histoires annexes qui sont inintéressantes à souhait. Par exemple, le retour du petit ami de Dana Walsh, l'une des salariées de la cellule antiterroriste. Je vais pas vous cacher que dans les premiers épisodes, j'ai eu beaucoup de mal à rester accroché à cette saison. On retrouvait les mêmes ficelles que d'habitude, c'était clairement lassant. Alors dans cette histoire, quand même, malgré tout, on va retrouver des choses intéressantes. Le fait, par exemple, qu'il ne s'éparpille pas par rapport aux autres saisons. En effet, sur la fin de la saison, on n'a pas un énième antagoniste qui vient relancer la journée. C'est très bien, ils ne font pas une intrigue avec plusieurs tiroirs et des antagonistes qui arrivent tard dans la saison. Cette 8e journée met du temps à prendre son envol, mais à partir du tiers de la saison, elle devient intéressante et on va voir pourquoi plus tard. On a aussi dans ce scénario, vers la fin de la saison, un twist très intéressant. Jack perd enfin les pédales et décide de se rebeller. Il était temps après tout ce qu'on lui a fait endurer. Tous les sacrifices ne sont plus bons pour atteindre un objectif. C'est intéressant, mais hélas, ça arrive beaucoup trop tard. Et de deux, c'est mal amené et bourré d'incohérences. Et on arrive au plus gros problème de l'histoire de cette saison, c'est que pour garder une certaine cohérence, des personnages importants sont littéralement sacrifiés. Je m'explique. Je vais prendre deux exemples concrets qui vont vous montrer ce qui ne va pas dans cette saison. La présidente Taylor. Il faut quand même rappeler que cette présidente a quand même envoyé sa fille en prison par esprit de justice. Là, elle demande au pire manipulateur du monde de l'aider. Elle se fait d'ailleurs ouvertement manipuler par Logan pour signer son traité de paix. Ok, pourquoi pas? Mais quand il s'agit de Logan, je suis désolé, à un moment donné, c'est plus des œillères qu'elle a. Elle est littéralement aveugle. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle change d'avis au dernier moment sans trop comprendre pourquoi. Ce personnage est totalement sacrifié pour donner un levier à Jack. C'est franchement trop énorme et c'est dommage de sacrifier un personnage aussi important dans la série 24 heures qui est le président des États-Unis. Depuis la saison 1, le président est au cœur de l'histoire. Depuis la saison 1, on a des présidents qui assurent du côté du mal ou du côté du bien. Là, on a une écriture de personnage qui, pour moi, catastrophique, avec juste une idée en ligne de mire, c'est donner du grain à moudre pour que Jack reste dans le jeu. Renée Walker, la pauvre, encore un personnage totalement sacrifié pour donner des arguments à Jack pour rester justement dans le jeu. Qu'elle soit utilisée pour l'enquête, ok, j'ai aucun problème sur ça. Mais franchement, est-ce qu'il était nécessaire d'en faire la Cosette de service? On apprend qu'elle a été virée du FBI. Elle a tenté de se suicider. Elle reprend du service pour aider son pays
et elle se fait violer. Elle tue son agresseur, c'est tout à fait logique, puis elle est accusée d'avoir entravé l'enquête. Et puis dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle finit par mourir après avoir couché avec Jack. Pourquoi avoir chargé la barque à ce point-là avec ce personnage? Là, encore une fois, on a un personnage a priori intéressant qui est totalement sacrifié pour apporter de la motivation à Jack. Et c'est bien le problème, c'est qu'à un moment donné, les ficelles sont trop énormes. On voit très bien que les scénaristes ont tout mis en œuvre pour trouver des prétextes à Jack de rester dans cette journée de travail comme il en a l'habitude. Si je résume simplement les motivations de Jack dans cette saison, c'est au départ, je vais aider un ami, ensuite, je protège et j'aide René Walker, pour enfin terminer avec la vengeance de René. Et du coup, on va arriver au plus gros problème de cette saison, Jack Bauer. Clairement, les scénaristes vont jusqu'au bout de l'incohérence totale avec ce personnage. Pourquoi nous montrer en début de saison un Jack qui a une vie pépère, qui semble épanoui, qui va repartir à Los Angeles? Tout ce qui se passe après ça n'a aucun sens, même si les scénaristes ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient pour justifier les actes de Jack Bauer. Et surtout, je trouve qu'on arrive à un summum. On arrive à un summum de l'incohérence. Jack fait exactement la même chose que ce qu'il a reproché à Tony Almeida dans la saison précédente. C'est en fait exactement l'histoire de Tony. Je veux bien qu'on ait des traits de caractère qui font que des fois, on réagit de façon totalement incohérente. Mais comment ce gars peut foutre en l'air une vie qui l'attend, une vie tranquille à Los Angeles avec sa fille, où ça fait des années, ça fait presque 15 ans qu'il y court après, qu'il s'excuse de tout ce qu'il a fait. Enfin, il s'est réconcilié avec elle, il a une petite fille magnifique dont il doit s'occuper. Comment le gars peut foutre en l'air la vie qu'il attendait? Moi, je vous pose la question. Alors, moi, j'aime bien que Jack, finalement, se rebelle contre ces politicards qui ne pensent qu'à leurs objectifs personnels. Mais pas de cette façon. Pourquoi ne pas avoir imaginé que Jack était en couple avec René Walker en début de saison? Pourquoi ne pas avoir imaginé que c'est René qu'on appelle pour aider à l'enquête? Et donc, il aurait tout à fait été compréhensible que Jack l'accompagne pour la surveiller et la protéger. Parce que là, le problème, c'est qu'en fait, René et Jack ne se voient plus depuis un moment. Ils se revoient, ils font l'enquête ensemble, et d'un coup, ils couchent ensemble, ils s'aiment, ils s'adorent, bing bam boum, elle se fait tuer, et là, Jack a une grande envie de vengeance, alors que cette femme, il ne la voit plus depuis longtemps. Moi, je pense qu'il aurait pu y avoir un levier beaucoup plus plausible si René était clairement en couple avec Jack depuis le début de la saison, et si concrètement, c'était avec René, Kim et Terry qu'une vie magnifique l'attendait à Los Angeles. Et au final, on lui prend René, il se passe toutes les magouilles, on essaye d'étouffer l'affaire, etc. Là, j'aurais pu mieux comprendre. Enfin bref, je vous l'avais dit, moi j'aurais aimé qu'il termine la série la saison précédente. Ils avaient allumé la mèche, hélas, ils l'ont éteint, c'est bien dommage. Cette saison me prouve que c'est encore une fois la saison de trop. Avant de parler du gros point positif de cette saison, parlons du lieu de l'action, New York. Moi, je me pose toujours une question. Pourquoi s'imposer un lieu quand on n'est pas capable d'aller tourner là-bas? Encore la saison précédente, ils avaient tourné quelques scènes à Washington, mais là, on a l'impression que c'est 0 scène qu'ils ont été tournées à New York. Et effectivement, ils ont utilisé beaucoup les effets spéciaux, beaucoup les fonds verts, pour faire croire que l'action se passait à New York. Le problème, c'est que ça se voit. C'est moche, il y a des images qui sont horribles. Moi, j'aurais préféré une saison supplémentaire à Los Angeles, dans des vrais décors, voilà, avec de l'action qui se passe en live, dans la ville. Bon, puis clairement, mais on le sait depuis plusieurs saisons, là, le temps réel, hein, par moment, mais il est littéralement passé à la poubelle. Il nous précise vraiment que les 2 derniers épisodes sont tournés pour le coup là en temps réel. Ouais, même là, j'avoue qu'à un moment donné, non, j'ai dit là, c'est pas plausible, le temps réel n'est même pas plausible quand il l'affiche clairement. Il y a des failles temporelles, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça depuis plusieurs saisons, hein, passons. Ça, c'est pas, on va dire, entre guillemets, un gros problème. Parlons maintenant
de l'atout majeur de cette saison, l'atout qui sauve cette saison. Eh bien, la chose qui m'a fait rester dans cette saison, qui m'a fait revenir même à un moment donné dans cette saison, ce sont les acteurs. Bravo à la direction du casting. Certains acteurs crèvent l'écran et leur interprétation est tout simplement magistrale. On va commencer par Rami Malek. Et oui, Rami Malek joue un petit rôle dans cette saison. Eh bien, je peux vous dire qu'on le voit pas longtemps, mais il crève l'écran et c'est ce moment-là, c'est quand Rami Malek est arrivé dans la série, que la série m'a de nouveau intéressé parce que son interprétation était tout simplement touchante. Son sacrifice, la parfaite utilisation de sa mère pour stopper l'attentat, là, pour le coup, c'est un moment qui a duré à peu près 1 heure, on va dire une séquence qui dure à peu près 1 heure. Là, c'était une superbe séquence de la saison. Ensuite, Katee Sackhoff, qui joue le rôle de la taupe au sein de la cellule antiterroriste, est tout simplement aussi sublime. Son histoire au début m'a ennuyé avec son ex-petite amie, mais elle se révèle au fur et à mesure des épisodes. J'ai adoré son interprétation. Une autre actrice qui joue aussi le rôle d'une femme écorchée et qui crève l'écran, il s'agit de Nektar Zadegan, qui joue au début le rôle de la femme du président Hassan. Elle est poignante dans le rôle de la femme trompée par son mari. Elle affronte la mort de son mari, son deuil, ça transpire à l'écran. Mine de rien, ce personnage, il traverse beaucoup de choses et l'actrice le joue superbement bien. La tromperie de son mari, la trahison de son mari. Ensuite, elle se remet, elle prend le rôle de présidente du Kamistan. Et enfin, elle se fait trahir par la présidente Taylor. Franchement, elle joue superbement bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette saison avec des acteurs, mais même l'actrice Marilyn Rajkub, son jeu est monté d'un cran dans cette saison. Chloé prend enfin plus d'importance au sein de la cellule antiterroriste. Ça aussi, je trouve que c'est une bonne idée. Et je pensais pas qu'elle aurait été capable de m'émouvoir à la fin de la saison avec son face-à-face avec Jack qui était extrêmement touchant. Elle est poignante à la fin quand elle doit en même temps aider et trahir Jack. Et puis parlons encore d'un personnage sacrifié dans cette saison, c'est Renée Walker, jouée par Annie Wersching. Elle aussi, pour moi, elle est tout simplement éblouissante dans ce rôle difficile. Je vous l'ai dit, je n'aime pas l'évolution de ce personnage dans cette saison. Il est littéralement sacrifié et c'est bien dommage. Mais ce qu'on lui a demandé de jouer, eh ben, elle le joue mais magnifiquement bien. Et c'est dommage que tous ces personnages, Dana Walsh, Renée Walker et celui dont je vais parler après, eh bien, ne soient pas plus à l'écran parce que c'est eux qui portent la saison. Et enfin, donc, une mention aussi spéciale pour le président Hassan, joué par l'acteur indien Anil Kapoor. J'aime beaucoup cet acteur découvert dans Slumdog Millionnaire. Et là, bien, il est parfait dans ce président autoritaire, volontaire et prêt à tous les sacrifices pour son pays. Je vais aussi donner une mention spéciale, mais je les trouve un cran en dessous des autres, aux 2 présidents, Logan et Taylor. Ils sont bons, même si je n'aime pas l'évolution de leur personnage. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de Logan, mais le retour de Logan, eh bien, je trouve ça un peu dommage. La fin tragique de Logan n'était selon moi pas nécessaire, ainsi que l'effondrement et le changement d'avis de la présidente Taylor. Les 2 acteurs jouent bien ce qu'on leur demande, mais l'évolution de ces personnages littéralement envahis par leur obsession, pour moi, c'est too much. Cette saison est donc, selon moi, très moyenne. En plus, cette fin littéralement ouverte à une autre saison est encore une fois de trop. Il faut savoir s'arrêter à temps. C'est là qu'on a une excellente série. Je vais donner à cette 8e journée une note de 3 sur 5 et ça je tiens à dire que c'est grâce à la prestation de certains acteurs. On se retrouvera très bientôt pour la dernière saison interprétée par Kiefer Sutherland. En attendant, si vous avez envie de continuer dans l'univers de 24 heures, eh bien je vous laisse avec l'une ou l'autre des critiques d'une autre saison. Allez, à tout de suite!